Jocelyn Carter, Le monde de Sophie. Chapitre 1, Le jardin d'Éden. Il a bien fallu qu'à un moment donné, quelque chose surgisse du néant. Sophie Amundsen rentrait de l'école. Elle avait d'abord fait un bout de chemin avec Joran. Et elles avaient parlé des robots. Pour Joran, le cerveau humain était un ordinateur sophistiqué. Sophie sentait qu'il n'était pas tout à fait de son avis. On ne pouvait pas réduire l'être humain à une machine, non? En arrivant près du centre commercial, chacune était partie de son côté. Sophie habitait un pavillon au fond d'un quartier résidentiel et mettait presque 2 fois plus de temps que Joran pour aller à l'école. Sa maison était comme au bout du monde car derrière le jardin commençait déjà la forêt. Elle tourna dans l'allée des trèfles. Tout au fond, il y avait un virage à angle droit, le virage du capitaine. On n'y rencontrait jamais personne, sauf le samedi ou le dimanche. On était dans les premiers jours du mois de mai. Dans certains jardins, des jonquilles se pressaient au pied des arbres fruitiers et les bouleaux s'étaient couverts de vert tendre, léger comme un voile. N'était-ce pas étrange de voir comme tout se mettait à pousser à cette époque de l'année? Qu'est-ce qui permettait à l'ensemble de la végétation de jaillir de la terre inanimée dès qu'il se mettait à faire beau et que disparaissaient les dernières traces de neige? En poussant le portail du jardin, Sophie jeta un coup d'œil dans la boîte aux lettres. En règle générale, c'était bourré de prospectus plus quelques grandes enveloppes adressées à sa mère. Elle déposait habituellement tout ça sur la table de la cuisine avant de monter dans sa chambre faire ses devoirs. Il arrivait de temps à autre que des relevés de banque arrivent au nom de son père, mais il faut dire qu'il n'était pas un papa comme les autres. Capitaine sur un grand pétrolier, il était absent presque toute l'année. Quand il passait quelques semaines à terre, il traînait en pantoufles et cherchait à se rendre utile. Mais quand il naviguait, il devenait un personnage assez lointain. Aujourd'hui, il n'y avait qu'une petite lettre dans la boîte et il était adressé à Sophie. La lettre était simplement adressée à Sophie Amundsen, 3, allée des trèfles. Rien d'autre, aucune mention d'expéditeur et même pas de timbre. Sophie se hâta de refermer le portail et ouvrit l'enveloppe. Elle ne trouva à l'intérieur qu'un petit bout de papier, guère plus grand que l'enveloppe, avec juste écrit dessus « Qui es-tu » Rien d'autre. Le bout de papier ne disait ni bonjour, ni de la part de qui. Juste ces 3 mots griffonnés suivis d'un grand point d'interrogation. Il regarda à nouveau l'enveloppe, mais si la lettre lui était bien adressée, qui avait bien pu la glisser dans la boîte aux lettres? Sophie courut vers la maison en bois rouge et referma la porte à clé. Comme d'habitude, le chat Charquin surgit des buissons, fila jusqu'au perron et parvint à se faufiler à l'intérieur avant qu'elle n'ait eu le temps de tourner la clé. Minou minou! Quand la maman de Sophie était de mauvaise humeur pour une raison ou pour une autre, il lui arrivait de qualifier la maison de véritable ménagerie. Une ménagerie, c'était une collection de divers animaux, et en ce sens, oui, Sophie était plutôt fière de la sienne. On lui avait d'abord donné un bocal avec 3 poissons rouges, Boucle d'or, le petit chaperon rouge et Pierre le pirate. Puis, elle eut les 2 perruches, Cri-Cri et Gris-Gris, la tortue Govinda et pour finir Shere-Khan, un chat roux tigri. On lui avait offert tous ces animaux pour compenser en quelque sorte les absences de sa mère qui travaillait si tard et de son père toujours à l'autre bout du monde. Sophie se débarrassa de son cartable et donna à manger à Shere-Khan. Puis, elle s'assit dans la cuisine avec la mystérieuse lettre à la main. « Qui es-tu » Quelle question idiote! Comme si elle ne savait pas qu'elle était Sophie Amundsen. Mais qui était cette Sophie, en définitive? Elle ne savait pas trop au juste. Et si elle s'était appelée autrement? Anne Knudsen, par exemple? Aurait-elle été alors quelqu'un d'autre? Elle se rappela tout à coup que papa avait d'abord voulu l'appeler Sinov. Sophie essaya de s'imaginer, tendant la main et en se présentant sous le nom de Sinov Amundsen. Mais non, ça n'allait pas. C'était chaque fois une fille, complètement différente, qui surgissait. Elle descendit de son tabouret et alla à la salle de bain, en tenant toujours l'étrange lettre à la main. Elle se plaça devant le miroir et se regarda droit dans les yeux. « Je suis Sophie Amundsen, dit-elle. » La fille dans la glace ne répondit rien, même pas une grimace. Sophie avait beau faire, l'autre faisait exactement pareil. Sophie tenta bien de la prendre de court en bougeant très vite, mais l'autre fut aussi rapide qu'elle. « Qui es-tu » demanda-t-elle. Elle n'eut pas plus de réponse que tout à l'heure, mais une fraction de seconde, elle n'aurait su dire qui du miroir ou d'elle avait posé la question. Sophie appuya son index sur le nez qu'elle voyait dans la glace en disant « Tu es moi ». N'obtenant toujours pas de réponse, elle retourna la phrase « Je suis toi ». Sophie Amundsen n'avait pas toujours accepté son image. On lui répétait souvent qu'elle avait
de beaux yeux en amande, sans doute pour ne pas faire remarquer que son nez était trop petit et sa bouche un peu trop grande. Ses oreilles étaient en outre beaucoup trop rapprochées de ses yeux, mais le pire, c'était ses cheveux raides, comme des baguettes de tambour, et impossibles à coiffer. Son père lui passait parfois la main dans les cheveux en l'appelant sa fille aux cheveux de lin, faisant allusion à un morceau de musique de Claude Debussy. C'était facile à dire pour lui, qui n'était pas condamné toute sa vie à ses longs cheveux qui tombaient tout droit. Aucun lac ni aucun gel ne tenait sur la chevelure de Sophie. Et elle se trouvait une si drôle de tête qu'elle s'était parfois demandé si elle n'était pas née avec un défaut physique. En tout cas, sa mère lui avait dit que sa naissance avait été difficile. Mais notre naissance conditionnait-elle notre apparence pour toujours? N'était-il pas étrange qu'elle ne sût pas qui elle était? Et n'était-ce pas injuste de ne pas pouvoir choisir son aspect extérieur? Ça vous tombait dessus comme ça. On pouvait peut-être choisir ses amis, mais on ne s'était pas choisi soi-même. Elle n'avait même pas choisi d'être un être humain. Qu'est-ce que c'était une personne? Sophie leva à nouveau les yeux vers la file dans le miroir. « Je crois que je vais monter faire mes devoirs de biologie, glissa-t-elle comme pour s'excuser. L'instant d'après, elle était déjà dans le couloir. Non, finalement, je préfère aller dans le jardin, pensa-t-elle. Minou, minou! Sophie poussa le chat sur le perron et referma la porte derrière elle. Parvenue à l'allée de gravier, en tenant toujours la mystérieuse lettre à la main, elle fut envahie par un sentiment étrange, comme si elle avait été jusqu'alors une poupée et qu'un coup de baguette magique venait de la rendre vivante. Comme c'était bizarre de se retrouver au monde, mêlé à une histoire aussi invraisemblable. Shere-Khan bondit dans l'allée et disparut derrière quelques groseilles touffus. Un chat bien vivant, celui-là, du moindre poil blanc et sa tête jusqu'à la queue traînante au bout de son corps bien lisse. Il se trouvait aussi dans le jardin, mais lui n'en avait pas conscience comme Sophie. Plus elle se rendait compte qu'il était en vie, plus s'insinuait en elle la pensée qu'il ne serait pas toujours là. J'existe maintenant, réfléchit-elle, mais un jour je ne serai plus là. Y avait-il une vie après la mort? Pour sûr, cette question n'empêchait pas le chat de dormir. Cela ne faisait pas si longtemps que sa grand-mère était morte et presque chaque jour, depuis plus de 6 mois, Sophie avait senti combien elle lui manquait. N'était-ce pas injuste de devoir mourir un jour? Sophie resta dans l'allée à méditer et tentait de se convaincre de sa propre existence pour chasser l'idée qu'il ne vivrait pas éternellement. Mais en vain. À peine se concentrait-elle sur sa vie qu'elle imaginait aussitôt la fin de celle-ci. L'inverse aussi était vrai. Lorsqu'elle acceptait l'idée que sa vie puisse prendre fin un jour, elle ressentait alors, comme jamais auparavant, quelle chance extraordinaire elle avait d'être en vie. On aurait dit comme les codes piles et faces d'une même pièce, qu'elle n'arrêtait pas de retourner dans sa main. Ce qui apparaissait plus clairement sur une face ne faisait que renforcer du même coup l'autre face. La vie et la mort se renvoyaient dos à dos. Impossible de se sentir en vie si on ne pense pas aussi qu'on mourra un jour, songea-t-elle. Et on ne peut pas non plus penser à sa mort sans au même instant ressentir l'étrange miracle d'être en vie. Sophie se rappela soudain que sa grand-mère avait dit quelque chose du même genre le jour où elle avait appris par le médecin qu'il était gravement malade. « Ce n'est que maintenant que je me rends compte à quel point la vie est belle, avait-elle dit. N'était-ce pas triste de constater que la plupart des gens devaient tomber malades pour savoir apprécier la vie? Ou fallait-il recevoir une mystérieuse lettre dans sa boîte aux lettres? Et s'il retournait voir s'il n'y avait pas autre chose? Sophie se précipita vers le portail et souleva le couvercle vert. Elle sursauta en découvrant une enveloppe similaire à l'intérieur. Elle était pourtant sûre d'avoir bien regardé tout à l'heure quand elle avait pris la première lettre. Sur cette enveloppe aussi était marqué son nom. Elle l'ouvrit et en sortit un petit papier en tout point identique au précédent sur lequel on avait écrit « D'où vient le monde ?» Je n'en ai pas la moindre idée, pensa Sophie. Personne ne peut savoir ce genre de choses. Cependant, la question méritait d'être posée. Pour la première fois de sa vie, elle jugea qu'on ne pouvait quand même pas vivre sans s'interroger au moins sur ses origines. Les 2 lettres mystérieuses lui avaient tellement donné le vertige qu'elle décida d'aller s'asseoir au calme dans sa cabane. Sa cabane, c'était le refuge taube secret de Sophie. Elle n'allait que lorsqu'elle était très en colère, très triste ou très contente. Mais aujourd'hui, elle ne savait tout simplement
plus où elle en était. Jocelyn Carter, le monde de Sophie. Chapitre 1, le jardin d'Éden. Il a bien fallu qu'à un moment donné, quelque chose surgisse du néant. Sophie Amundsen rentrait de l'école. Elle avait d'abord fait un bout de chemin avec Joran. Et elles avaient parlé des robots. Pour Joran, le cerveau humain était un ordinateur sophistiqué. Sophie sentait qu'il n'était pas tout à fait de son avis. On ne pouvait pas réduire l'être humain à une machine, non? En arrivant près du centre commercial, chacune était partie de son côté. Sophie habitait un pavillon au fond d'un quartier résidentiel et mettait presque 2 fois plus de temps que Joran pour aller à l'école. Sa maison était comme au bout du monde car derrière le jardin commençait déjà la forêt. Elle tourna dans l'allée des trèfles. Tout au fond, il y avait un virage à angle droit, le virage du capitaine. On n'y rencontrait jamais personne, sauf le samedi ou le dimanche. On était dans les premiers jours du mois de mai. Dans certains jardins, des jonquilles se pressaient au pied des arbres fruitiers et les bouleaux s'étaient couverts de vert tendre, léger comme un voile. N'était-ce pas étrange de voir comme tout se mettait à pousser à cette époque de l'année? Qu'est-ce qui permettait à l'ensemble de la végétation de jaillir de la terre inanimée dès qu'il se mettait à faire beau et que disparaissaient les dernières traces de neige? En poussant le portail du jardin, Sophie jeta un coup d'œil dans la boîte aux lettres. En règle générale, c'était bourré de prospectus plus quelques grandes enveloppes adressées à sa mère. Elle déposait habituellement tout ça sur la table de la cuisine avant de monter dans sa chambre faire ses devoirs. Il arrivait de temps à autre que des relevés de banque arrivent au nom de son père, mais il faut dire qu'il n'était pas un papa comme les autres. Capitaine sur un grand pétrolier, il était absent presque toute l'année. Quand il passait quelques semaines à terre, il traînait en pantoufles et cherchait à se rendre utile. Mais quand il naviguait, il devenait un personnage assez lointain. Aujourd'hui, il n'y avait qu'une petite lettre dans la boîte et il était adressé à Sophie. La lettre était simplement adressée à Sophie Amundsen, 3, allée des trèfles. Rien d'autre, aucune mention d'expéditeur et même pas de timbre. Sophie se hâta de refermer le portail et ouvrit l'enveloppe. Elle ne trouva à l'intérieur qu'un petit bout de papier, guère plus grand que l'enveloppe, avec juste écrit dessus « Qui es-tu » Rien d'autre. Le bout de papier ne disait ni bonjour, ni de la part de qui. Juste ces 3 mots griffonnés suivis d'un grand point d'interrogation. Il regarda à nouveau l'enveloppe, mais si la lettre lui était bien adressée, qui avait bien pu la glisser dans la boîte aux lettres? Sophie courut vers la maison en bois rouge et referma la porte à clé. Comme d'habitude, le chat Charquin surgit des buissons, fila jusqu'au perron et parvint à se faufiler à l'intérieur avant qu'elle n'ait eu le temps de tourner la clé. Minou minou. Quand la maman de Sophie était de mauvaise humeur pour une raison ou pour une autre, il lui arrivait de qualifier la maison de véritable ménagerie. Une ménagerie, c'était une collection de divers animaux et en ce sens, oui, Sophie était plutôt fière de la sienne. On lui avait d'abord donné un bocal avec 3 poissons rouges, Boucle d'or, le petit chaperon rouge et Pierre le pirate. Puis, elle eut les 2 perruches, Cri-Cri et Gris-Gris, la tortue Govinda et pour finir Shere-Khan, un chat roux tigri. On lui avait offert tous ces animaux pour compenser en quelque sorte les absences de sa mère qui travaillait si tard et de son père toujours à l'autre bout du monde. Sophie se débarrassa de son cartable et donna à manger à Shere-Khan. Puis, elle s'assit dans la cuisine avec la mystérieuse lettre à la main. « Qui es-tu » Quelle question idiote! Comme si elle ne savait pas qu'elle était Sophie Amundsen. Mais qui était cette Sophie, en définitive? Elle ne savait pas trop au juste. Et si elle s'était appelée autrement? Anne Knudsen, par exemple? Aurait-elle été alors quelqu'un d'autre? Elle se rappela tout à coup que papa avait d'abord voulu l'appeler Sinov. Sophie essayait de s'imaginer, tendant la main et en se présentant sous le nom de Sinov Amundsen. Mais non, ça n'allait pas. C'était chaque fois une fille, complètement différente, qui surgissait. Elle descendit de son tabouret et alla à la salle de bain, en tenant toujours l'étrange lettre à la main. Elle se plaça devant le miroir et se regarda droit dans les yeux. « Je suis Sophie Amundsen, dit-elle. » La fille dans la glace ne répondit rien, même pas une grimace. Sophie avait beau faire, l'autre faisait exactement pareil. Sophie tenta bien de la prendre de court en bougeant très vite, mais l'autre fut aussi rapide qu'elle. « Qui es-tu » demanda-t-elle. Elle n'eut pas plus de réponse que tout à l'heure, mais une fraction de seconde, elle n'aurait su dire qui du miroir ou d'elle avait posé la question. Sophie appuya son index sur le nez qu'elle voyait dans la glace en disant « Tu es moi ». N'obtenant toujours pas de réponse, elle retourna la phrase « Je suis toi ». Sophie Amundsen n'avait pas toujours accepté son image.
On lui répétait souvent qu'elle avait de beaux yeux en amande, sans doute pour ne pas faire remarquer que son nez était trop petit et sa bouche un peu trop grande. Ses oreilles étaient en outre beaucoup trop rapprochées de ses yeux, mais le pire, c'était ses cheveux raides, comme des baguettes de tambour, et impossibles à coiffer. Son père lui passait parfois la main dans les cheveux en l'appelant sa fille aux cheveux de lin, faisant allusion à un morceau de musique de Claude Debussy. C'était facile à dire pour lui, qui n'était pas condamné toute sa vie à ses longs cheveux qui tombaient tout droit. Aucun lac ni aucun gel ne tenait sur la chevelure de Sophie. Elle se trouvait une si drôle de tête qu'elle s'était parfois demandé si elle n'était pas née avec un défaut physique. En tout cas, sa mère lui avait dit que sa naissance avait été difficile. Mais notre naissance conditionnait-elle notre apparence pour toujours? N'était-il pas étrange qu'elle ne sût pas qui elle était? Et n'était-ce pas injuste de ne pas pouvoir choisir son aspect extérieur? Ça vous tombait dessus comme ça. On pouvait peut-être choisir ses amis, mais on ne s'était pas choisi soi-même. Elle n'avait même pas choisi d'être un être humain. Qu'est-ce que c'était une personne? Sophie leva à nouveau les yeux vers la file dans le miroir. « Je crois que je vais monter faire mes devoirs de biologie, glissa-t-elle comme pour s'excuser. L'instant d'après, elle était déjà dans le couloir. Non, finalement, je préfère aller dans le jardin, pensa-t-elle. Minou, minou! Sophie poussa le chat sur le perron et referma la porte derrière elle. Parvenue à l'allée de gravier, en tenant toujours la mystérieuse lettre à la main, elle fut envahie par un sentiment étrange, comme si elle avait été jusqu'alors une poupée et qu'un coup de baguette magique venait de la rendre vivante. Comme c'était bizarre de se retrouver au monde, mêlé à une histoire aussi invraisemblable. Shere-Khan bondit dans l'allée et disparut derrière quelques groseilles étouffées. Un chat bien vivant, celui-là, du moindre poil blanc et sa tête jusqu'à la queue traînante au bout de son corps bien lisse. Il se trouvait aussi dans le jardin, mais lui n'en avait pas conscience comme Sophie. Plus elle se rendait compte qu'il était en vie, plus s'insinuait en elle la pensée qu'il ne serait pas toujours là. J'existe maintenant, réfléchit-elle, mais un jour je ne serai plus là. Y avait-il une vie après la mort? Pour sûr, cette question n'empêchait pas le chat de dormir. Cela ne faisait pas si longtemps que sa grand-mère était morte et presque chaque jour, depuis plus de 6 mois, Sophie avait senti combien elle lui manquait. N'était-ce pas injuste de devoir mourir un jour? Sophie resta dans l'allée à méditer et tentait de se convaincre de sa propre existence pour chasser l'idée qu'il ne vivrait pas éternellement. Mais en vain. À peine se concentrait-elle sur sa vie qu'elle imaginait aussitôt la fin de celle-ci. L'inverse aussi était vrai. Lorsqu'elle acceptait l'idée que sa vie puisse prendre fin un jour, elle ressentait alors, comme jamais auparavant, quelle chance extraordinaire elle avait d'être en vie. On aurait dit comme les codes piles et faces d'une même pièce, qu'elle n'arrêtait pas de retourner dans sa main. Ce qui apparaissait plus clairement sur une face ne faisait que renforcer du même coup l'autre face. La vie et la mort se renvoyaient dos à dos. Impossible de se sentir en vie si l'on ne pense pas aussi qu'on mourra un jour, songea-t-elle. Et on ne peut pas non plus penser à sa mort sans au même instant ressentir l'étrange miracle d'être en vie. Sophie se rappela soudain que sa grand-mère avait dit quelque chose du même genre le jour où elle avait appris par le médecin qu'il était gravement malade. « Ce n'est que maintenant que je me rends compte à quel point la vie est belle, » avait-elle dit. N'était-ce pas triste de constater que la plupart des gens devaient tomber malades pour savoir apprécier la vie? Ou fallait-il recevoir une mystérieuse lettre dans sa boîte aux lettres? Et s'il retournait voir s'il n'y avait pas autre chose? Sophie se précipita vers le portail et souleva le couvercle vert. Elle sursauta en découvrant une enveloppe similaire à l'intérieur. Elle était pourtant sûre d'avoir bien regardé tout à l'heure quand elle avait pris la première lettre. Sur cette enveloppe aussi était marqué son nom. Elle l'ouvrit et en sortit un petit papier en tout point identique au précédent sur lequel on avait écrit « D'où vient le monde ?» Je n'en ai pas la moindre idée, pensa Sophie. Personne ne peut savoir ce genre de choses. Cependant, la question méritait d'être posée. Pour la première fois de sa vie, elle jugea qu'on ne pouvait quand même pas vivre sans s'interroger au moins sur ses origines. Les 2 lettres mystérieuses lui avaient tellement donné le vertige qu'elle décida d'aller s'asseoir au calme dans sa cabane. Sa cabane, c'était le refuge top secret de Sophie. Elle n'allait que
lorsqu'elle était très en colère, très triste ou très contente. Mais aujourd'hui, elle ne savait tout simplement plus où elle en était. Jocelyn Carter, le monde de Sophie. Chapitre 1, le jardin d'Éden. Il a bien fallu qu'à un moment donné, quelque chose surgisse du néant. Sophie Amundsen rentrait de l'école. Elle avait d'abord fait un bout de chemin avec Joran. Et elles avaient parlé des robots. Pour Joran, le cerveau humain était un ordinateur sophistiqué. Sophie sentait qu'il n'était pas tout à fait de son avis. On ne pouvait pas réduire l'être humain à une machine, non? En arrivant près du centre commercial, chacune était partie de son côté. Sophie habitait un pavillon au fond d'un quartier résidentiel et mettait presque 2 fois plus de temps que Joran pour aller à l'école. Sa maison était comme au bout du monde car derrière le jardin commençait déjà la forêt. Elle tourna dans l'allée des trèfles. Tout au fond, il y avait un virage à angle droit, le virage du capitaine. On n'y rencontrait jamais personne, sauf le samedi ou le dimanche. On était dans les premiers jours du mois de mai. Dans certains jardins, des jonquilles se pressaient au pied des arbres fruitiers et les bouleaux s'étaient couverts de vert tendre, léger comme un voile. N'était-ce pas étrange de voir comme tout se mettait à pousser à cette époque de l'année? Qu'est-ce qui permettait à l'ensemble de la végétation de jaillir de la terre inanimée dès qu'il se mettait à faire beau et que disparaissaient les dernières traces de neige? En poussant le portail du jardin, Sophie jeta un coup d'œil dans la boîte aux lettres. En règle générale, c'était bourré de prospectus plus quelques grandes enveloppes adressées à sa mère. Elle déposait habituellement tout ça sur la table de la cuisine avant de monter dans sa chambre faire ses devoirs. Il arrivait de temps à autre que des relevés de banque arrivent au nom de son père, mais il faut dire qu'il n'était pas un papa comme les autres. Capitaine sur un grand pétrolier, il était absent presque toute l'année. Quand il passait quelques semaines à terre, il traînait en pantoufles et cherchait à se rendre utile. Mais quand il naviguait, il devenait un personnage assez lointain. Aujourd'hui, il n'y avait qu'une petite lettre dans la boîte et il était adressé à Sophie. La lettre était simplement adressée à Sophie Amundsen, 3, allée des trèfles. Rien d'autre, aucune mention d'expéditeur et même pas de timbre. Sophie se hâta de refermer le portail et ouvrit l'enveloppe. Elle ne trouva à l'intérieur qu'un petit bout de papier, guère plus grand que l'enveloppe, avec juste écrit dessus « Qui es-tu » Rien d'autre. Le bout de papier ne disait ni bonjour, ni de la part de qui. Juste ces 3 mots griffonnés suivis d'un grand point d'interrogation. Il regarda à nouveau l'enveloppe, mais si la lettre lui était bien adressée, qui avait bien pu la glisser dans la boîte aux lettres? Sophie courut vers la maison en bois rouge et referma la porte à clé. Comme d'habitude, le chat charquin surgit des buissons, fila jusqu'au perron et parvint à se faufiler à l'intérieur avant qu'elle n'ait eu le temps de tourner la clé. Minou minou. Quand la maman de Sophie était de mauvaise humeur pour une raison ou pour une autre, il lui arrivait de qualifier la maison de véritable ménagerie. Une ménagerie, c'était une collection de divers animaux et en ce sens, oui, Sophie était plutôt fière de la sienne. On lui avait d'abord donné un bocal avec 3 poissons rouges, Boucle d'or, le petit chaperon rouge et Pierre le pirate. Puis, elle eut les 2 perruches, Cri-Cri et Gris-Gris, la tortue Govinda et pour finir Shere-Khan, un chat roux tigri. On lui avait offert tous ces animaux pour compenser en quelque sorte les absences de sa mère qui travaillait si tard et de son père toujours à l'autre bout du monde. Sophie se débarrassa de son cartable et donna à manger à Shere-Khan. Puis, elle s'assit dans la cuisine avec la mystérieuse lettre à la main. « Qui es-tu » Quelle question idiote! Comme si elle ne savait pas qu'elle était Sophie Amundsen. Mais qui était cette Sophie, en définitive? Elle ne savait pas trop au juste. Et si elle s'était appelée autrement? Anne Knudsen, par exemple? Aurait-elle été alors quelqu'un d'autre? Elle se rappela tout à coup que papa avait d'abord voulu l'appeler Sinov. Sophie essaya de s'imaginer, tendant la main et en se présentant sous le nom de Sinov Amundsen. Mais non, ça n'allait pas. C'était chaque fois une fille, complètement différente, qui surgissait. Elle descendit de son tabouret et alla à la salle de bain, en tenant toujours l'étrange lettre à la main. Elle se plaça devant le miroir et se regarda droit dans les yeux. « Je suis Sophie Amundsen, dit-elle. » La fille dans la glace ne répondit rien, même pas une grimace. Sophie avait beau faire, l'autre faisait exactement pareil. Sophie tenta bien de la prendre de court en bougeant très vite, mais l'autre fut aussi rapide qu'elle. « Qui es-tu » demanda-t-elle. Elle n'eut pas plus de réponse que tout à l'heure, mais une fraction de seconde, elle n'aurait su dire qui du miroir ou d'elle avait posé la question. Sophie appuyait son index sur le nez qu'elle voyait dans la glace en disant « Tu es moi ».
N'obtenant toujours pas de réponse, elle retourna la phrase. « Je suis toi ». Sophie Amundsen n'avait pas toujours accepté son image. On lui répétait souvent qu'elle avait de beaux yeux en amande, sans doute pour ne pas faire remarquer que son nez était trop petit et sa bouche un peu trop grande. Ses oreilles étaient en outre beaucoup trop rapprochées de ses yeux, mais le pire, c'était ses cheveux raides, comme des baguettes de tambour, et impossibles à coiffer. Son père lui passait parfois la main dans les cheveux en l'appelant sa fille aux cheveux de lin, faisant allusion à un morceau de musique de Claude Debussy. C'était facile à dire pour lui, qui n'était pas condamné toute sa vie à ses longs cheveux qui tombaient tout droit. Aucun lac ni aucun gel ne tenait sur la chevelure de Sophie. Et elle se trouvait une si drôle de tête qu'elle s'était parfois demandé si elle n'était pas née avec un défaut physique. En tout cas, sa mère lui avait dit que sa naissance avait été difficile. Mais notre naissance conditionnait-elle notre apparence pour toujours? N'était-il pas étrange qu'elle ne sût pas qui elle était? Et n'était-ce pas injuste de ne pas pouvoir choisir son aspect extérieur? Ça vous tombait dessus comme ça. On pouvait peut-être choisir ses amis, mais on ne s'était pas choisi soi-même. Elle n'avait même pas choisi d'être un être humain. Qu'est-ce que c'était une personne? Sophie leva à nouveau les yeux vers la file dans le miroir. « Je crois que je vais monter faire mes devoirs de biologie, glissa-t-elle comme pour s'excuser. L'instant d'après, elle était déjà dans le couloir. Non, finalement, je préfère aller dans le jardin, pensa-t-elle. Minou, minou! Sophie poussa le chat sur le perron et referma la porte derrière elle. Parvenue à l'allée de gravier, en tenant toujours la mystérieuse lettre à la main, elle fut envahie par un sentiment étrange, comme si elle avait été jusqu'alors une poupée et qu'un coup de baguette magique venait de la rendre vivante. Comme c'était bizarre de se retrouver au monde, mêlé à une histoire aussi invraisemblable. Shere Khan bondit dans l'allée et disparut derrière quelques groseilles touffus. Un chat bien vivant, celui-là, du moindre poil blanc et sa tête jusqu'à la queue traînante au bout de son corps bien lisse. Il se trouvait aussi dans le jardin, mais lui n'en avait pas conscience comme Sophie. Plus elle se rendait compte qu'il était en vie, plus s'insinuait en elle la pensée qu'il ne serait pas toujours là. J'existe maintenant, réfléchit-elle, mais un jour je ne serai plus là. Y avait-il une vie après la mort? Pour sûr, cette question n'empêchait pas le chat de dormir. Cela ne faisait pas si longtemps que sa grand-mère était morte et presque chaque jour, depuis plus de 6 mois, Sophie avait senti combien elle lui manquait. N'était-ce pas injuste de devoir mourir un jour? Sophie resta dans l'allée à méditer et tentait de se convaincre de sa propre existence pour chasser l'idée qu'il ne vivrait pas éternellement. Mais en vain. À peine se concentrait-elle sur sa vie qu'elle imaginait aussitôt la fin de celle-ci. L'inverse aussi était vrai. Lorsqu'elle acceptait l'idée que sa vie puisse prendre fin un jour, elle ressentait alors, comme jamais auparavant, quelle chance extraordinaire elle avait d'être en vie. On aurait dit comme les codes piles et faces d'une même pièce, qu'elle n'arrêtait pas de retourner dans sa main. Ce qui apparaissait plus clairement sur une face ne faisait que renforcer du même coup l'autre face. La vie et la mort se renvoyaient dos à dos. Impossible de se sentir en vie si on ne pense pas aussi qu'on mourra un jour, songea-t-elle. Et on ne peut pas non plus penser à sa mort sans au même instant ressentir l'étrange miracle d'être en vie. Sophie se rappela soudain que sa grand-mère avait dit quelque chose du même genre le jour où elle avait appris par le médecin qu'il était gravement malade. « Ce n'est que maintenant que je me rends compte à quel point la vie est belle », avait-elle dit. N'était-ce pas triste de constater que la plupart des gens devaient tomber malades pour savoir apprécier la vie? Ou fallait-il recevoir une mystérieuse lettre dans sa boîte aux lettres? Et s'il retournait voir s'il n'y avait pas autre chose? Sophie se précipita vers le portail et souleva le couvercle vert. Elle sursauta en découvrant une enveloppe similaire à l'intérieur. Elle était pourtant sûre d'avoir bien regardé tout à l'heure quand elle avait pris la première lettre. Sur cette enveloppe aussi était marqué son nom. Elle l'ouvrit et en sortit un petit papier en tout point identique au précédent sur lequel on avait écrit « D'où vient le monde ?» Je n'en ai pas la moindre idée, pensa Sophie. Personne ne peut savoir ce genre de choses. Cependant, la question méritait d'être posée. Pour la première fois de sa vie, elle jugea qu'on ne pouvait quand même pas vivre sans s'interroger, au moins, sur ses origines. Les 2 lettres mystérieuses lui avaient tellement donné le vertige qu'elle décida d'aller s'asseoir au calme dans sa cabane.
Sa cabane, c'était le refuge top secret de Sophie, et n'allait que lorsqu'elle était très en colère, très triste ou très contente. Mais aujourd'hui, elle ne savait tout simplement plus où elle en était. Jocelyn Carter, le monde de Sophie. Chapitre 1, le jardin d'Éden. Il a bien fallu qu'à un moment donné, quelque chose surgisse du néant. Sophie Amundsen rentrait de l'école. Elle avait d'abord fait un bout de chemin avec Joran. Et elles avaient parlé des robots. Pour Joran, le cerveau humain était un ordinateur sophistiqué. Sophie sentait qu'il n'était pas tout à fait de son avis. On ne pouvait pas réduire l'être humain à une machine, non? En arrivant près du centre commercial, chacune était partie de son côté. Sophie habitait un pavillon au fond d'un quartier résidentiel et mettait presque 2 fois plus de temps que Joran pour aller à l'école. Sa maison était comme au bout du monde car derrière le jardin commençait déjà la forêt. Elle tourna dans l'allée des trèfles. Tout au fond, il y avait un virage en roue droit, le virage du capitaine. On n'y rencontrait jamais personne, sauf le samedi ou le dimanche. On était dans les premiers jours du mois de mai. Dans certains jardins, des jonquilles se pressaient au pied des arbres fruitiers et les bouleaux s'étaient couverts de vert tendre, léger comme un voile. N'était-ce pas étrange de voir comme tout se mettait à pousser à cette époque de l'année? Qu'est-ce qui permettait à l'ensemble de la végétation de jaillir de la terre inanimée dès qu'il se mettait à faire beau et que disparaissaient les dernières traces de neige? En poussant le portail du jardin, Sophie jeta un coup d'œil dans la boîte aux lettres. En règle générale, c'était bourré de prospectus plus quelques grandes enveloppes adressées à sa mère. Elle déposait habituellement tout ça sur la table de la cuisine avant de monter dans sa chambre faire ses devoirs. Il arrivait de temps à autre que des relevés de banque arrivent au nom de son père, mais il faut dire qu'il n'était pas un papa comme les autres. Capitaine sur un grand pétrolier, il était absent presque toute l'année. Quand il passait quelques semaines à terre, il traînait en pantoufles et cherchait à se rendre utile. Mais quand il naviguait, il devenait un personnage assez lointain. Aujourd'hui, il n'y avait qu'une petite lettre dans la boîte et il était adressé à Sophie. La lettre était simplement adressée à Sophie Amundsen, 3, allée des trèfles. Rien d'autre, aucune mention d'expéditeur et même pas de timbre. Sophie se hâta de refermer le portail et ouvrit l'enveloppe. Elle ne trouva à l'intérieur qu'un petit bout de papier, guère plus grand que l'enveloppe, avec juste écrit dessus « Qui es-tu » Rien d'autre. Le bout de papier ne disait ni bonjour, ni de la part de qui. Juste ces 3 mots griffonnés suivis d'un grand point d'interrogation. Il regarda à nouveau l'enveloppe, mais si la lettre lui était bien adressée, qui avait bien pu la glisser dans la boîte aux lettres? Sophie courut vers la maison en bois rouge et referma la porte à clé. Comme d'habitude, le chat Charquin surgit des buissons, fila jusqu'au perron et parvint à se faufiler à l'intérieur avant qu'elle n'ait eu le temps de tourner la clé. Minou minou. Quand la maman de Sophie était de mauvaise humeur pour une raison ou pour une autre, il lui arrivait de qualifier la maison de véritable ménagerie. Une ménagerie, c'était une collection de divers animaux et en ce sens, oui, Sophie était plutôt fière de la sienne. On lui avait d'abord donné un bocal avec 3 poissons rouges, Boucle d'or, le petit chaperon rouge et Pierre le pirate. Puis, elle eut les 2 perruches, Cricri et Grigri, la tortue Govinda et pour finir Sherkan, un chat roux tigri. On lui avait offert tous ces animaux pour compenser en quelque sorte les absences de sa mère qui travaillait si tard et de son père toujours à l'autre bout du monde. Sophie se débarrassa de son cartable et donna à manger à Sherkan. Puis, elle s'assit dans la cuisine avec la mystérieuse lettre à la main. « Qui es-tu » Quelle question idiote! Comme si elle ne savait pas qu'elle était Sophie Amundsen. Mais qui était cette Sophie, en définitive? Elle ne savait pas trop au juste. Et si elle s'était appelée autrement? Anne Knudsen, par exemple? Aurait-elle été alors quelqu'un d'autre? Elle se rappela tout à coup que papa avait d'abord voulu l'appeler Sinov. Sophie essayait de s'imaginer, tendant la main et en se présentant sous le nom de Sinov Amundsen. Mais non, ça n'allait pas. C'était chaque fois une fille, complètement différente, qui surgissait. Elle descendit de son tabouret et alla à la salle de bain, en tenant toujours l'étrange lettre à la main. Elle se plaça devant le miroir et se regarda droit dans les yeux. « Je suis Sophie Amundsen, dit-elle. » La fille dans la glace ne répondit rien. Même pas une grimace. Sophie avait beau faire, l'autre faisait exactement pareil. Sophie tenta bien de la prendre de court en bougeant très vite, mais l'autre fut aussi rapide qu'elle. « Qui es-tu » demanda-t-elle. Elle n'eut pas plus de réponse que tout à l'heure, mais une fraction de seconde, elle n'aurait su dire qui du miroir ou d'elle avait posé la question. Sophie appuyait son index sur le nez qu'elle voyait dans la glace en disant «
Tu es moi. N'obtenant toujours pas de réponse, elle retourna la phrase. Je suis toi. Sophie Amundsen n'avait pas toujours accepté son image. On lui répétait souvent qu'elle avait de beaux yeux en amande, sans doute pour ne pas faire remarquer que son nez était trop petit et sa bouche un peu trop grande. Ses oreilles étaient en outre beaucoup trop rapprochées de ses yeux, mais le pire, c'était ses cheveux raides, comme des baguettes de tambour, et impossibles à coiffer. Son père lui passait parfois la main dans les cheveux en l'appelant sa fille aux cheveux de lin, faisant allusion à un morceau de musique de Claude Debussy. C'était facile à dire pour lui, qui n'était pas condamné toute sa vie à ses longs cheveux qui tombaient tout droit. Aucun lac ni aucun gel ne tenait sur la chevelure de Sophie. Elle se trouvait une si drôle de tête qu'elle s'était parfois demandé si elle n'était pas née avec un défaut physique. En tout cas, sa mère lui avait dit que sa naissance avait été difficile. Mais notre naissance conditionnait-elle notre apparence pour toujours? N'était-il pas étrange qu'elle ne sût pas qui elle était? Et n'était-ce pas injuste de ne pas pouvoir choisir son aspect extérieur? Ça vous tombait dessus comme ça. On pouvait peut-être choisir ses amis, mais on ne s'était pas choisi soi-même. Elle n'avait même pas choisi d'être un être humain. Qu'est-ce que c'était une personne? Sophie leva à nouveau les yeux vers la file dans le miroir. « Je crois que je vais monter faire mes devoirs de biologie, glissa-t-elle comme pour s'excuser. L'instant d'après, elle était déjà dans le couloir. Non, finalement, je préfère aller dans le jardin, pensa-t-elle. Minou, minou! Sophie poussa le chat sur le perron et referma la porte derrière elle. Parvenue à l'allée de gravier, en tenant toujours la mystérieuse lettre à la main, elle fut envahie par un sentiment étrange, comme si elle avait été jusqu'alors une poupée et qu'un coup de baguette magique venait de la rendre vivante. Comme c'était bizarre de se retrouver au monde, mêlé à une histoire aussi invraisemblable. Shere-Khan bondit dans l'allée et disparut derrière quelques groseilles touffus. Un chat bien vivant, celui-là, du moindre poil blanc et sa tête jusqu'à la queue traînante au bout de son corps bien lisse. Il se trouvait aussi dans le jardin, mais lui n'en avait pas conscience comme Sophie. Plus il se rendait compte qu'il était en vie, plus s'insinuait en elle la pensée qu'il ne serait pas toujours là. J'existe maintenant, réfléchit-elle, mais un jour je ne serai plus là. Y avait-il une vie après la mort? Pour sûr, cette question n'empêchait pas le chat de dormir. Cela ne faisait pas si longtemps que sa grand-mère était morte et presque chaque jour, depuis plus de 6 mois, Sophie avait senti combien elle lui manquait. N'était-ce pas injuste de devoir mourir un jour? Sophie resta dans l'allée à méditer et tentait de se convaincre de sa propre existence pour chasser l'idée qu'il ne vivrait pas éternellement. Mais en vain. À peine se concentrait-elle sur sa vie qu'elle imaginait aussitôt la fin de celle-ci. L'inverse aussi était vrai. Lorsqu'elle acceptait l'idée que sa vie puisse prendre fin un jour, elle ressentait alors, comme jamais auparavant, quelle chance extraordinaire elle avait d'être en vie. On aurait dit comme les codes piles et faces d'une même pièce, qu'elle n'arrêtait pas de retourner dans sa main. Ce qui apparaissait plus clairement sur une face ne faisait que renforcer du même coup l'autre face. La vie et la mort se renvoyaient dos à dos. Impossible de se sentir en vie si l'on ne pense pas aussi qu'on mourra un jour, songea-t-elle. Et on ne peut pas non plus penser à sa mort sans au même instant ressentir l'étrange miracle d'être en vie. Sophie se rappela soudain que sa grand-mère avait dit quelque chose du même genre le jour où elle avait appris par le médecin qu'il était gravement malade. « Ce n'est que maintenant que je me rends compte à quel point la vie est belle, » avait-elle dit. N'était-ce pas triste de constater que la plupart des gens devaient tomber malades pour savoir apprécier la vie? Ou fallait-il recevoir une mystérieuse lettre dans sa boîte aux lettres? Et s'il retournait voir s'il n'y avait pas autre chose? Sophie se précipita vers le portail et souleva le couvercle vert. Elle sursauta en découvrant une enveloppe similaire à l'intérieur. Elle était pourtant sûre d'avoir bien regardé tout à l'heure quand elle avait pris la première lettre. Sur cette enveloppe aussi était marqué son nom. Elle l'ouvrit et en sortit un petit papier en tout point identique au précédent sur lequel on avait écrit « D'où vient le monde ?» Je n'en ai pas la moindre idée, pensa Sophie. Personne ne peut savoir ce genre de choses. Cependant, la question méritait d'être posée. Pour la première fois de sa vie, elle jugea qu'on ne pouvait quand même pas vivre sans s'interroger, au moins, sur ses origines. Les 2 lettres mystérieuses lui avaient tellement donné
le vertige qu'elle décide d'aller s'asseoir au calme dans sa cabane. Sa cabane, c'était le refuge top secret de Sophie, et n'allait que lorsqu'elle était très en colère, très triste ou très contente. Mais aujourd'hui, elle ne savait tout simplement plus où elle en était. Justin Garter, le monde de Sophie. Chapitre 1, le jardin d'Éden. Il a bien fallu qu'à un moment donné, quelque chose surgisse du néant. Sophie Amundsen rentrait de l'école. Elle avait d'abord fait un bout de chemin avec Joran. Elles avaient parlé des robots. Pour Joran, le cerveau humain était un ordinateur sophistiqué. Sophie sentait qu'il n'était pas tout à fait de son avis. On ne pouvait pas réduire l'être humain à une machine, non? En arrivant près du centre commercial, chacune était partie de son côté. Sophie habitait un pavillon au fond d'un quartier résidentiel et mettait presque 2 fois plus de temps que Joran pour aller à l'école. Sa maison était comme au bout du monde car derrière le jardin commençait déjà la forêt. Elle tourna dans l'allée des trèfles. Tout au fond, il y avait un virage à angle droit, le virage du capitaine. On n'y rencontrait jamais personne, sauf le samedi ou le dimanche. On était dans les premiers jours du mois de mai. Dans certains jardins, des jonquilles se pressaient au pied des arbres fruitiers et les bouleaux s'étaient couverts de vert tendre, léger comme un voile. N'était-ce pas étrange de voir comme tout se mettait à pousser à cette époque de l'année? Qu'est-ce qui permettait à l'ensemble de la végétation de jaillir de la terre inanimée dès qu'il se mettait à faire beau et que disparaissaient les dernières traces de neige? En poussant le portail du jardin, Sophie jeta un coup d'œil dans la boîte aux lettres. En règle générale, c'était bourré de prospectus plus quelques grandes enveloppes adressées à sa mère. Elle déposait habituellement tout ça sur la table de la cuisine avant de monter dans sa chambre faire ses devoirs. Il arrivait de temps à autre que des relevés de banque arrivent au nom de son père, mais il faut dire qu'il n'était pas un papa comme les autres. Capitaine sur un grand pétrolier, il était absent presque toute l'année. Quand il passait quelques semaines à terre, il traînait en pantoufles et cherchait à se rendre utile. Mais quand il naviguait, il devenait un personnage assez lointain. Aujourd'hui, il n'y avait qu'une petite lettre dans la boîte et il était adressé à Sophie. La lettre était simplement adressée à Sophie Amundsen, 3, allée des trèfles. Rien d'autre, aucune mention d'expéditeur et même pas de timbre. Sophie se hâta de refermer le portail et ouvrit l'enveloppe. Elle ne trouva à l'intérieur qu'un petit bout de papier, guère plus grand que l'enveloppe, avec juste écrit dessus « Qui es-tu » Rien d'autre. Le bout de papier ne disait ni bonjour, ni de la part de qui. Juste ces 3 mots griffonnés suivis d'un grand point d'interrogation. Il regarda à nouveau l'enveloppe, mais si la lettre lui était bien adressée, qui avait bien pu la glisser dans la boîte aux lettres? Sophie courut vers la maison en bois rouge et referma la porte à clé. Comme d'habitude, le chat Sherkin surgit des buissons, fila jusqu'au perron et parvint à se faufiler à l'intérieur avant qu'elle n'ait eu le temps de tourner la clé. Minou minou. Quand la maman de Sophie était de mauvaise humeur pour une raison ou pour une autre, il lui arrivait de qualifier la maison de véritable ménagerie. Une ménagerie, c'était une collection de divers animaux et en ce sens, oui, Sophie était plutôt fière de la sienne. On lui avait d'abord donné un bocal avec 3 poissons rouges, Boucle d'or, le petit chaperon rouge et Pierre le pirate. Puis, elle eut les 2 perruches, Cri-Cri et Gris-Gris, la tortue Govinda et pour finir Sherkan, un chat roux tigris. On lui avait offert tous ces animaux pour compenser en quelque sorte les absences de sa mère qui travaillait si tard et de son père toujours à l'autre bout du monde. Sophie se débarrassa de son cartable et donna à manger à Sherkan. Puis, elle s'assit dans la cuisine avec la mystérieuse lettre à la main. « Qui es-tu » Quelle question idiote! Comme si elle ne savait pas qu'elle était Sophie Amundsen. Mais qui était cette Sophie, en définitive? Elle ne savait pas trop au juste. Et si elle s'était appelée autrement? Anne Knudsen, par exemple? Aurait-elle été alors quelqu'un d'autre? Elle se rappela tout à coup que papa avait d'abord voulu l'appeler Sinov. Sophie essayait de s'imaginer, tendant la main et en se présentant sous le nom de Sinov Amundsen. Mais non, ça n'allait pas. C'était chaque fois une fille, complètement différente, qui surgissait. Elle descendit de son tabouret et alla à la salle de bain, en tenant toujours l'étrange lettre à la main. Elle se plaça devant le miroir et se regarda droit dans les yeux. « Je suis Sophie Amundsen, dit-elle. » La fille dans la glace ne répondit rien, même pas une grimace. Sophie avait beau faire, l'autre faisait exactement pareil. Sophie tenta bien de la prendre de court en bougeant très vite, mais l'autre fut aussi rapide qu'elle. « Qui es-tu » demanda-t-elle. Elle n'eut pas plus de réponse que tout à l'heure, mais une fraction de seconde, elle n'aurait su dire qui du miroir ou d'elle avait posé la question. Sophie
appuya son index sur le nez qu'il voyait dans la glace en disant « Tu es moi ». N'obtenant toujours pas de réponse, elle retourna la phrase « Je suis toi ». Sophie Amundsen n'avait pas toujours accepté son image. On lui répétait souvent qu'elle avait de beaux yeux en amande, sans doute pour ne pas faire remarquer que son nez était trop petit et sa bouche un peu trop grande. Ses oreilles étaient en outre beaucoup trop rapprochées de ses yeux, mais le pire, c'était ses cheveux raides, comme des baguettes de tambour, et impossibles à coiffer. Son père lui passait parfois la main dans les cheveux en l'appelant sa fille aux cheveux de lin, faisant allusion à un morceau de musique de Claude Debussy. C'était facile à dire pour lui, qui n'était pas condamné toute sa vie à ses longs cheveux qui tombaient tout droit. Aucun lac ni aucun gel ne tenait sur la chevelure de Sophie. Elle se trouvait une si drôle de tête qu'elle s'était parfois demandé si elle n'était pas née avec un défaut physique. En tout cas, sa mère lui avait dit que sa naissance avait été difficile. Mais notre naissance conditionnait-elle notre apparence pour toujours? N'était-il pas étrange qu'elle ne sût pas qui elle était? Et n'était-ce pas injuste de ne pas pouvoir choisir son aspect extérieur? Ça vous tombait dessus comme ça. On pouvait peut-être choisir ses amis, mais on ne s'était pas choisi soi-même. Elle n'avait même pas choisi d'être un être humain. Qu'est-ce que c'était une personne? Sophie leva à nouveau les yeux vers la file dans le miroir. « Je crois que je vais monter faire mes devoirs de biologie, glissa-t-elle comme pour s'excuser. L'instant d'après, elle était déjà dans le couloir. Non, finalement, je préfère aller dans le jardin, pensa-t-elle. Minou, minou! Sophie poussa le chat sur le perron et referma la porte derrière elle. Parvenue à l'allée de gravier, en tenant toujours la mystérieuse lettre à la main, elle fut envahie par un sentiment étrange, comme si elle avait été jusqu'alors une poupée et qu'un coup de baguette magique venait de la rendre vivante. Comme c'était bizarre de se retrouver au monde, mêlé à une histoire aussi invraisemblable. Shere-Khan bondit dans l'allée et disparut derrière quelques groseilles étouffées. Un chat bien vivant, celui-là, du moindre poil blanc et sa tête jusqu'à la queue traînante au bout de son corps bien lisse. Il se trouvait aussi dans le jardin, mais lui n'en avait pas conscience comme Sophie. Plus elle se rendait compte qu'il était en vie, plus s'insinuait en elle la pensée qu'il ne serait pas toujours là. J'existe maintenant, réfléchit-elle, mais un jour je ne serai plus là. Y avait-il une vie après la mort? Pour sûr, cette question n'empêchait pas le chat de dormir. Cela ne faisait pas si longtemps que sa grand-mère était morte et presque chaque jour, depuis plus de 6 mois, Sophie avait senti combien elle lui manquait. N'était-ce pas injuste de devoir mourir un jour? Sophie resta dans l'allée à méditer et tentait de se convaincre de sa propre existence pour chasser l'idée qu'elle ne vivrait pas éternellement. Mais en vain. À peine se concentrait-elle sur sa vie qu'elle imaginait aussitôt la fin de celle-ci. L'inverse aussi était vrai. Lorsqu'elle acceptait l'idée que sa vie puisse prendre fin un jour, elle ressentait alors, comme jamais auparavant, quelle chance extraordinaire elle avait d'être en vie. On aurait dit comme les codes piles et faces d'une même pièce, qu'elle n'arrêtait pas de retourner dans sa main. Ce qui apparaissait plus clairement sur une face ne faisait que renforcer du même coup l'autre face. La vie et la mort se renvoyaient dos à dos. Impossible de se sentir en vie si l'on ne pense pas aussi qu'on mourra un jour, songea-t-elle. Et on ne peut pas non plus penser à sa mort sans au même instant ressentir l'étrange miracle d'être en vie. Sophie se rappela soudain que sa grand-mère avait dit quelque chose du même genre le jour où elle avait appris par le médecin qu'il était gravement malade. « Ce n'est que maintenant que je me rends compte à quel point la vie est belle », avait-elle dit. N'était-ce pas triste de constater que la plupart des gens devaient tomber malades pour savoir apprécier la vie? Ou fallait-il recevoir une mystérieuse lettre dans sa boîte aux lettres? Et s'il retournait voir s'il n'y avait pas autre chose? Sophie se précipita vers le portail et souleva le couvercle vert. Elle sursauta en découvrant une enveloppe similaire